Le président nigérien plaide pour une force régionale de lutte contre le terrorisme. Il a appelé ce lundi à la création d'une force multinationale mixte d'Afrique de l'Ouest. Et puis, au lendemain de la finale de l'Euro 2016, le gouvernement français s'est félicité ce lundi du bilan de la compétition en matière de sécurité. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. En Côte d'Ivoire, le procès devant les assises d'Abidjan de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire est de nouveau reporté, cette fois-ci au 19 juillet, pour des raisons de l'état de santé de cette dernière. Simone Gbagbo est, rappelons-le, accusée de crimes contre l'humanité. Les détails. Le procès de Simone Gbagbo reprendra le 19 juillet prochain. Il avait été suspendu pour une semaine en raison de son état de santé. La suspension est intervenue quelques jours après une requête de la défense. Elle porte sur la publication d'un rapport psychiatrique d'un ex-chef de milice qui accuse l'ex-première dame ivoirienne d'avoir financé le mouvement de sa milice. Il faudra attendre la reprise du procès pour connaître la décision de la Cour. Simone Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois. Cette crise résultait du refus de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Simone Gbagbo comparaît alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 années de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'année dernière. Au Niger, le président Mamadou Issoufou a appelé ce lundi à Niamey à la création d'une force multinationale mixte d'Afrique de l'Ouest contre le terrorisme. Une force qui s'inspirerait du modèle de celle qui opère actuellement dans la région du lac Tchad. Les précisions. C'est à l'ouverture du 3e sommet des présidents du Conseil de l'Entente que le président nigérien a souligné l'urgence de mettre en place une force multinationale mixte d'Afrique de l'Ouest en vue de lutter contre le terrorisme. Mahamadou Issoufou a également prôné le renforcement du mandat et des effectifs de la force de l'ONU au Mali, la MINUSMA, afin de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au nord du pays. Au passage, il a évoqué les attentats perpétrés en Afrique, notamment celui du Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui avait coûté la vie à 19 personnes. La 3e conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente connaît la présence de plusieurs chefs d'État africains, notamment les présidents des 4 autres pays membres du Conseil de l'Entente, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Patrice Talon du Bénin, Faure Gnassingbé du Togo, ainsi que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en tant qu'observateur. Au Soudan du Sud, les habitants de la capitale se sont réveillés ce lundi matin au son de tidam automatique. Et ce, au lendemain d'un déferlement de violence qui a traumatisé la population et suscité la réprobation d'une communauté internationale impuissante. Les images. De violents combats accompagnés de fortes explosions ont opposé ce lundi matin, dans la capitale sud-soudanaise Juba, les forces loyales au président Salva Kiir, aux ex-rebelles du vice-président Riek Machar. Ces nouveaux combats provenaient notamment de Jebel, un des quartiers où les affrontements de la veille ont été les plus virulents, ainsi que du quartier Mounouki. Selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud et des médias locaux, les affrontements gagnaient en intensité dans la matinée. I condemn the event which took place on date 7, date 8 and date 10. Je condamne ce qu'il s'est passé le 7, le 8 et le 10 juillet. Je crois en la paix et c'est pour cela que je suis à Djouba et que je soutiens la paix. J'appelle mes forces et les forces de mes collègues. Le SPLA, dans l'opposition, a travaillé pour la paix et à me rejoindre. Je déclare aujourd'hui que mes forces font partie du gouvernement et qu'elles ne combattront pas le gouvernement. Les Sud-Soudanais ont besoin de la paix et nous n'avons pas besoin d'une guerre insensée. We don't want to continue in senseless war. From here, we are asking for immediate cessation. À partir de maintenant, nous demandons l'arrêt immédiat des hostilités entre les forces qui se battent. Ce sont les fils et filles du Soudan du Sud. Ce sont des membres du SPLM et SPLA. Ils font partie de ce pays.
Ce message de calme et de paix vient de son Excellence le président Salva Kiir Mayardit. Il réclame un cessez-le-feu immédiat. Notre population a tellement souffert qu'elle n'a pas besoin davantage de souffrance. C'est un appel au cessez-le-feu à nos généraux des deux armées. À Juba, des habitants se sont réfugiés dans un camp de l'ONU, à proximité duquel les combats ont éclaté et qui abrite déjà 28 000 déplacés. Ce dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU a sollicité l'aide des pays de la région, leur demandant des casques bleus supplémentaires pour mettre fin aux combats au Soudan du Sud qui font fuir des milliers d'habitants de la capitale Juba. Notons que depuis vendredi dernier, les combats auraient fait près de 300 morts selon des sources locales. Au Nigeria, plus précisément dans l'état de Benue, des éleveurs Peuls ont tué des dizaines de villageois ces 2 dernières semaines. Depuis des années, cette ville est le théâtre de conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs de bétail d'ethnies différentes, pour cause des questions de droit de partage ou de partage des ressources hydrauliques. Selon les télévisions nigérianes, le nombre de victimes a atteint 81 au cours des 2 dernières semaines dans les régions de Logo et Oukoum, au sud-est de la capitale fédérale, Abuja. Rappelons que le Nigeria est déjà aux prises avec un conflit dans le nord-est du pays où sévissent les militants du groupe islamiste Boko Haram qui ne cessent de multiplier les attaques. Le président sud-africain Jacob Zuma a entamé ce lundi, et ce pour 2 jours, une visite d'État en France. Au premier jour de sa visite, il était accueilli ce lundi matin aux Invalides. Il est ensuite reçu à l'Élysée par le président français François Hollande. Les détails. À l'occasion de la visite d'État qu'il effectue en France depuis ce lundi, le président sud-africain Jacob Zuma a été reçu à l'Élysée par le président français François Hollande. Cette visite fait suite à la visite d'État de François Hollande en Afrique du Sud en octobre 2013, a précisé l'Élysée, soulignant que l'Afrique du Sud est liée à la France par un partenariat stratégique depuis 1994 et reste un partenaire central pour la France. Au cours de leurs échanges, les 2 hommes ont évoqué la question du Brexit. J'ai été parfaitement clair. Il n'y aura aucune conséquence du Brexit sur la relation entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. J'allais dire presque au contraire, nous allons renforcer encore nos relations commerciales de manière à ce que l'Afrique du Sud puisse être un partenaire pour l'Europe dans le cadre aussi d'organisations régionales comme la SADC. Le président Jacob Zuma présidera également le 12 juillet la commémoration du 100e anniversaire de la bataille du Bois d'Elleville dans la Somme. La bataille du Bois d'Elleville, qui se déroula du 14 juillet au 3 septembre 1916, est une des batailles de la Somme dans laquelle fut engagée la 1e brigade d'infanterie d'Afrique du Sud. La commémoration de la bataille du Bois d'Elleville a une importance significative pour nous. Nous allons profiter de cette occasion pour corriger une des grandes injustices du passé dans notre pays. Notons que la France et l'Afrique du Sud ont d'importants échanges commerciaux, malgré des relations diplomatiques parfois tendues. Et pendant que le président Jacob Zuma séjourne en France, en Afrique du Sud, l'autorité indépendante des communications a dénoncé ce lundi la décision du groupe audiovisuel public SABEC de ne plus diffuser des images de manifestations violentes. Un choix éditorial interprété par l'opposition comme de la censure à l'approche des municipales. La SABEC avait pris cette décision en mai pour dissuader officiellement la répétition de manifestations similaires. Principale source d'information de millions de Sud-Africains, la SABEC a été accusée par des organisations de la liberté de la presse, plusieurs de ses journalistes et l'opposition d'autocensure pour favoriser le président Jacob Zuma et son parti, le Congrès national africain, en vue des élections locales du 3 août. Fin juin, le président directeur général de la radio et de la télévision publique sud-africaine, Jimmy Matthew, a démissionné, expliquant avoir pendant des mois renoncé aux valeurs qui lui sont chères.
Ce journal se poursuit au Bénin. Comment sortir la jeunesse de l'ignorance est la préoccupation du docteur Emmanuel Sénégon. À la faveur d'une rencontre dénommée la Nuit des leaders, il a convié industriels et cadres ayant réussi dans divers domaines à une séance de causerie et de partage. Des pistes de réflexion pour un Bénin rayonnant ont été élaborées. Suivons quelques conférenciers à la fin de la séance. J'étais émerveillé le jour où j'étais là-bas à l'investiture. Il a plongé ça dans son discours qui va créer une zone de savoir, une zone franche de savoir et d'innovation. Et je pense que notre pays arpente comme ça le chemin du développement, le chemin du décollage, comme le disent les Anglais, le chemin du take-off. Alors, cette zone franche de savoir et d'innovation, nous devons souvent questionner le président, qu'est-ce que vous voulez en faire? Où et quand vous allez commencer? Moi, je suis déjà prêt. Et il faudrait que cette zone soit installée pour que nous fassions de cette zone la gâchette du développement du Bénin, parce que c'est en créant, c'est en inventant, c'est en innovant qu'un pays se développe. Un pays qui n'invente pas ne se développe pas. Mais ici, l'homme n'a pas de valeur. Chacun meurt tranquillement dans son coin si les parents n'ont pas les moyens. Chacun laisse les classes si les parents n'ont pas les moyens. Chacun dort, il devient diplômé sans emploi si les parents n'ont pas les moyens. En principe, c'est une économie qui doit être organisée avec les jeunes au centre, avec des coachs, des formateurs qui ont réussi. Ce sont des jaloux, méchants. C'est ça, tout ça là, comment j'appelle des imageries. Si quelqu'un réussit, recherchez pourquoi et comment il a réussi et faites comme lui. Allez le voir carrément. Et que lui aussi, il n'hésite pas à vous montrer la voie qu'il a suivie, les épreuves qu'il a subies. Vous connaissez Algon est là comme ça, provenant d'une autoroute, mais il a trimé. C'est pour ça que je dis coriace. Vous ne réussissez rien au Bénin si vous n'êtes pas coriace. Euro 2016, c'est désormais du passé. Un attentat était la hantise des autorités. Le gouvernement français a pu se féliciter ce lundi du bilan de la compétition en matière de sécurité, insistant notamment sur le maintien des fan zones longtemps décrié par l'opposition. Reportage. Ils n'ont pas gagné l'Euro, le rêve bleu s'est brisé net en finale. Mais si la France n'a pas soulevé le trophée, elle a gagné la bataille de la sécurité. Le gouvernement peut pousser un grand soupir de soulagement. Malgré un contexte de menace très élevé, l'Euro 2016 de football, grâce à votre mobilisation à tous, a été une réussite. Plus de 1500 personnes interpellées, 64 reconduites à la frontière pendant l'Euro, mais aucun incident majeur. Les seules violences sont venues de certains hooligans qui ont perturbé la fête à Marseille ou à Lille. Le scénario tant redouté, celui d'une attaque djihadiste en plein Euro, ne s'est fort heureusement pas concrétisé. Et au fil des matchs, les supporters français ont commencé à oublier la menace terroriste pour ne plus penser qu'au football. Et la victoire historique face à l'Allemagne en demi-finale a fait basculer dans une douce euphorie un pays pourtant plombé par un climat social lourd et toujours meurtri par les attentats de 2015. On a connu des moments un petit peu difficiles cette année, que ce soit par cet événement dramatique, mais également par des histoires extra-sportives. Et le fait d'avoir répondu présent sur le terrain nous donne un peu plus de fierté encore. Même sans victoire finale, cet Euro aura en effet réussi à réconcilier les Français avec leur équipe. Ce n'était pas gagné, tant le désamour a été grand après le catastrophique mondial 2010, marqué par une grève des joueurs. Mais après des débuts poussifs, les Bleus ont fait monter une véritable fièvre footballistique dans tout le pays. Ça met une bonne ambiance quand même, on sent que les gens ils sont contents, c'est le sujet du matin, au lieu de dire alors les attentats, c'est alors le foot, t'as vu le match, et c'est sympa quand même. Hélas, cette parenthèse enchantée s'est brutalement refermée dimanche soir. Au lendemain de leur défaite, face au Portugal, les Bleus ont tout de même été reçus à l'Elysée par un François Hollande qui ne pourra pas capitaliser sur cet Euro comme il s'était sans doute pris à en rêver. Pas de rebond dans les sondages pour lui, ni sans doute de regain de croissance à espérer, contrairement à ce qui s'était passé en 1998, après la victoire de la France à son mondial. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention et à bientôt.